Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre la parole pour commencer, pour proposer une lecture de ce roman d'Ana García Bergua qui s'appelle Isla de Bobos en espagnol. Donc voici la réédition qui est sortie l'année dernière, mais qui date en réalité de 2007 et qui a été traduit en français sous le titre littéral de L'île aux fous et publié au Mercure de France dans une traduction de Serge Mestre. Voilà, donc je vais me livrer à cet exercice pas toujours commode qui est celui de se lancer dans des élucubrations, interprétations sur une œuvre en présence de l'auteur. Voilà, je vais lui demander son indulgence. Et je vais donc vous parler de l'île merveilleuse à l'île maudite, l'imaginaire de l'île dans Isla de Bobos. J'ai traduit les citations, enfin j'ai parfois repris les citations à partir de la traduction officielle, et j'ai parfois modifié un petit peu cette traduction pour qu'elle soit plus littérale, mais disons que je citerai systématiquement le roman français pour que tout le monde puisse comprendre. Inspiré de la tragédie réelle d'une garnison mexicaine abandonnée sur l'île de Clipperton, ou en français île de la Passion, puisque c'est une île qui a eu la particularité d'appartenir à plusieurs États, dont la France, qu'il a appelé l'île de la Passion, Clipperton pour le Mexique. Donc d'une garnison mexicaine abandonnée sur l'île de Clipperton en 1905, Isla de Bobos, l'île aux fous, se donne à lire sans l'ombre d'une ambiguïté comme un roman insulaire, à la fois nourri d'une histoire frappée au coin de la véracité. Il s'agit d'un roman adapté d'un fait, à la fois fait divers et fait historique, et pétri d'un imaginaire insulaire, d'une grande richesse, tant sur le plan strictement littéraire que symbolique. Comme l'écrivait en 1997 Anne Mesterheim dans son article « Figure de l'illéité, image de la complexité », je cite, « L'île des merveilles, citerre morne ou île de rêve, île des cannibales ou île au trésor, île prison ou paradis terrestre, les images de l'île sont multiples et contrastées. » Fin de citation. Je développerai un certain nombre de points, dont le premier qui s'intitule « L'île merveilleuse, l'île au trésor ». Même si Isla de Bobos dévoile d'emblée son dénouement tragique, avec le sauvetage des femmes rescapées par l'équipage du navire américain, le roman réactive pourtant, au fil des pages, l'imaginaire de l'île merveilleuse ou fortunée. Dans Isla de Bobos, le lieutenant Raoul Soulier, tout seul, puis avec son épouse Luisa, va d'abord quitter un Mexique ravagé par la tourmente révolutionnaire pour une île perçue comme un abri, un refuge et un environnement protecteur. Une île qui, comme Cythère dans l'Antiquité grecque, pourrait servir d'écrin à leur amour. Je cite. « Ils étaient encore insouciants à l'époque où ils avaient entrepris leur dernier voyage sur l'île protectrice. Ils étaient convaincus que l'île serait bien mieux que cet enfer semé de barricades, de combats, d'incendies, en proie au saccage et aux horreurs de toutes sortes. » Fin de citation. Tel est également, du reste, le rêve que formule Esperanza, la domestique qui va accompagner les époux au bout du monde, en plein cœur de l'océan Pacifique. Je cite. « Le capitaine allait les soustraire à ce champ de bataille qu'était devenu le pays et les mettre à l'abri sur une île merveilleuse. Elle n'y avait jamais été, imaginait qu'elle ressemblait à Veracruz et qu'elle y rencontrerait peut-être un soldat beau comme le capitaine qui se lisserait la moustache en l'attendant sous les cocotiers. » Fin de citation. L'île de K réactive aussi, bien sûr, les récits et les légendes autour de l'île au trésor, Treasure Island, en souvenir du récit de Robert Louis Stevenson, d'abord paru en feuilleton en 1881-1882, puis sous forme de livre en 1883, après que Stevenson eut apporté de nombreuses modifications à son texte. L'île de K, dans le roman, est bien un trésor, une pierre précieuse. Je cite, « Cette île qui n'est pas une île, mais un atoll, une pierre précieuse, une gemme ornée de crabes. » Fin de citation. Comme dans l'île au trésor de Stevenson, une importance toute particulière doit aussi être accordée à une carte. J'ouvre les guillemets. « Pendant les premiers jours, raconte Raoul, je parcourus l'île dans le but de réaliser une carte qu'on m'avait commandée. » Fermez les guillemets. Mais il y a une ironie du sort
de nature à démythifier cette île au trésor. La richesse de l'île, ou pour ainsi dire le trésor de l'île, n'est autre que le guano, c'est-à-dire les excréments des fameux oiseaux bobos, les fous, los bobos, ce sont des oiseaux, les excréments des fameux oiseaux bobos du titre. Je cite, « Le gouvernement suprême a l'intention de défendre la souveraineté du Mexique sur K, et il la louera aux Nord-Américains qui en extraient du phosphate. Le phosphate est contenu dans les excréments de ces oiseaux qu'on appelle des fous, les seuls habitants de l'île avec les crabes. » Fin de citation. Par ailleurs, suivant des effets d'ironie à peu près semblables, d'autres éléments semblent programmer le destin du couple de personnages principaux, Raoul Soulier et Luisa Roca. C'est d'abord Raoul Soulier lui-même, qui est la transposition fictionnelle dans le roman d'un capitaine réel qui a existé, qui s'appelait Ramón Arnaud, comme Anna Garcia Bergua l'explicite dans une note finale, où elle explique de quel fait divers elle s'est inspirée. Donc Raoul Soulier lui-même, qui par un coup du sort de déserteur, ce qu'il est au départ, devient le plus haut gradé et le gouverneur d'une île déserte. Le lien paradoxal et ô combien ironique entre désertion et envoi punitif sur une île déserte est du reste souligné par le texte lui-même, qui à quelques lignes de distance établit un parallèle, disons une relation de cause à effet, entre la faute et le châtiment. Je cite à nouveau, « Voilà comment l'armée me punit, se dit Raoul. On me fait d'abord payer l'histoire de ma désertion, puis, juste le jour où je demande une permission pour me ranger, retourner chez moi, me marier comme il faut, on m'affecte sur un rocher désert, en plein milieu du Pacifique, afin de tenir compagnie à des volatiles chieurs. » Fin de citation. Dans le cas de l'épouse, Luisa, plus subtilement, on peut également relever au niveau onomastique que son patronyme, son nom de jeune fille, Roca, semble la destiner inéluctablement à l'île rocheuse, cette île de K, qui n'est pas par hasard souvent désignée dans le roman par le substantif roca, le même, roche, rocher en espagnol, d'abord de façon discrète, je cite la traduction française, penchée sur le pont du navire, ses poumons se gonflaient de plus en plus, tandis qu'elle prenait congé de cette roche noire, sinistre. Lorsque la roche disparut derrière la ligne d'horizon, elle ressentit une immense satisfaction. Le texte original en espagnol disait « Mientras se despedía de la roca negra, siniestra », et un peu plus loin, « Cuando la roca quedó oculta detrás de la línea del horizonte ». Puis, de façon systématique, à partir de la fin du chapitre 4, l'île de K devient, sous la plume du narrateur, moins la isla de K que la roca de K. Il faudra pourtant attendre le 8e chapitre de cette première partie pour découvrir que Roca est bien le nom du père de Luisa et donc son nom de jeune fille à elle. Je cite, « Au bout du quai, se frayant un chemin parmi la multitude, apparut soudain Monsieur Roca, le père de Luisa. » Fin de citation. De même, après la tragédie, c'est-à-dire après s'être retrouvé seul avec ses enfants sur cette île, à la merci d'un homme qui les malmènera, et après être rentré au Mexique, Luisa signera ses missives, Luisa Roca, viuda de Soulier, montrant bien les différents noms qu'elle a pris durant sa vie, c'est-à-dire Luisa Roca, veuve Soulier. Si le patronyme de Luisa, donc Roca, déclare son identification à l'île ou à la roche, on peut aussi traduire par le caillou, ce mot Roca, on relève également que son prénom Luisa contient dans le désordre toutes les lettres du mot isla en espagnol, et avec isla et le U de Luisa, on forme aussi isula, si vous voulez, ou à une lettre près insula, qui n'est autre que le mot latin pour désigner l'île. De cette origine latine témoigne bien sûr, les hispanistes le savent, le fameux épisode 45 de la seconde partie du Quichotte, justement intitulé « De cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula barataria y del modo que comenzó a gobernar ». Épisode ou chapitre qui illustre l'intérêt que portait Cervantes à la question de l'utopie et du bon gouvernement. En tout état de cause, tout, mais à commencer par l'onomastique, c'est-à-dire les noms et prénoms, Luisa Roca,
Tout prédispose donc ce personnage à échouer sur une île, et même sur l'île K, puisque la roca de K redouble le son K constitutif de son identité patronymique. 2. L'île paradisiaque K ou l'Éden. C'est d'abord par la voix du père de Louisa que le caractère paradisiaque de l'île est établi. Je cite, assis sur une chaise, assis sur une caisse, c'est un environnement plus marin que je ne l'avais laissé entendre, assis sur une caisse, il lui expliqua que la dernière fois qu'elle était repartie pour K, avec son mari et ses enfants, il avait été soulagé de les savoir loin, au paradis terrestre, qu'elle lui avait elle-même tant de fois décrit. Fin de citation. Puis l'établissement du jeune couple et l'amour fou qui les consume a tôt fait de transformer cette installation en récit mythique de l'origine ou en épisode tout droit tiré de la Genèse. J'ouvre les guillemets. Imagine-nous, toi et moi, tels Adam et Ève régnant sur cet endroit paradisiaque, sous le soleil et à l'ombre des cocotiers, élevant notre progéniture. Fermez les guillemets. Comme l'écrit Pierre Jourde, imaginer l'île revient souvent à rêver l'origine. Le voyage vers les îles prend la saveur d'un retour, car l'île est tout entière définie par la mer. Elle en surgit, ses formes sont modelées par les eaux, de sorte que la relation entre la mer et l'île est à la fois d'engendrement et d'identité. Or, la mer, contradictoirement, représente l'hostilité absolue et la matrice universelle. Fin de citation. En ce sens, l'île est à la fois un univers matriciel, presque un substitut du monde utérin. N'oublions pas la relation fusionnelle qui unit le personnage de Raoul Soulier à sa mère, dans le roman, sa mère qu'il appelle « mon petit lapin », en français dans le texte, puisqu'il porte un nom d'origine française, ce sont des Mexicains d'origine française. Donc l'île est à la fois un univers matriciel et un univers génésique, où se rejoue, sur le plan fantasmatique, la genèse, au sens biblique du terme, de l'humanité tout entière, à travers l'histoire d'un couple modèle, édénique. Je cite à nouveau. « Car ils s'aimaient très fort, c'était évident. La première année, à leur réveil, ils étaient toujours rayonnants, comme Adam et Ève après avoir consommé le péché originel, et avant que Dieu ne les punisse. » Fin de citation. 3. De l'île déserte aux Robinsonades. Le roman s'appuie aussi, bien sûr, sur une riche intertextualité, depuis le modélisant Robinson Crusoe, 1719, de Daniel Defoe, jusqu'aux multiples Robinsonades, selon le terme forgé par Johann Gottfried Schnabel en 1731, pour désigner la fortune que connut dès le XVIIIe siècle ce type de récit, mettant en scène des naufragés contraints de survivre sur des îles désertes. C'est d'ailleurs sous cette rubrique vendeuse que la presse mexicaine de l'époque est tentée de raconter les mésaventures de la garnison abandonnée sur K par le gouvernement mexicain qui a mieux à faire. Je cite, « Monsieur Roca leur montra un journal vieux de plusieurs jours qu'il avait retrouvé au commissariat. Un petit groupe de Mexicains abandonnés pendant 3 ans sur une île déserte, disait le titre. » Fin de citation. Ainsi, comme une naufragée, ce qu'elle n'est pas, faut-il le rappeler, Louisa s'habille-t-elle sur le bateau qui l'a sauvée, de haillons et de toiles usées jusqu'à la corde. Ouvrez les guillemets. Il y avait longtemps qu'elle marchait pieds nus, comme ses enfants, vêtue d'une jupe coupée dans une vieille toile et d'une chemise de Raoul qu'elle avait réussi à adapter à sa taille fluette. Ce serait terrible d'arriver pieds nus, comme une naufragée de roman, comme la reine sauvage de quelques pays de caricature. Fermez les guillemets. De même, le roman joue pleinement de la similitude entre les mésaventures de cette garnison mexicaine abandonnée sur K et les aventures de Robinson dans Robinson Crusoe de Defoe. À 4 reprises au moins, dans la seconde moitié du roman, le texte cite ainsi textuellement le nom du personnage du roman de Defoe en insistant sur le caractère profondément romanesque de l'aventure de Robinson, que le couple constitué par Raoul et Louisa s'apprêtent à vivre, mais de leur plein gré, sur l'île de K. Je cite, « On t'a envoyé sur cette île déserte. Pourtant, j'ai trouvé cela très romantique. Je n'ai pas arrêté de penser à Robinson Crusoe, à la façon dont, à lui tout seul, il a réussi à fonder une petite civilisation sur une île abandonnée, et comment, grâce à sa seule volonté, il a créé un Éden. » Fin de citation.
Ou bien, toujours dans la bouche de Louisa, imagine-nous, toi et moi, tel un couple de Robinson, élevant notre progéniture, éduquant les soldats, les habitants de l'île, leur inculquant les valeurs du monde idéal dont nous rêvons, toi et moi. La musique que tu aimes tant, la poésie, l'histoire du Mexique et du monde. » Fin de citation. Ainsi en va-t-il aussi des enfants qui avaient fini par vivre sur l'île une vie libre d'enfants sauvages, qui contraste bien sûr avec la vie très normée qu'on leur impose à leur retour au Mexique. Ouvrez les guillemets. Mais il leur arrive parfois, aux enfants, de regretter l'île, où ils pouvaient marcher pieds nus et grimper sur les rochers. Le soleil et la mer leur manquent. On les a habillés, on leur a rappelé les bonnes manières que leur mère s'acharnait à leur inculquer tout petit, dire s'il vous plaît, merci, pardon, ne pas crier. Parfois, ils sont un peu tristes, surtout quand ils retournent à la pension et se mettent presque tout nus, car les vêtements les gênent. Fin de citation. Une utopie éducative qui, cette fois-ci, et à l'inverse du Robinson Crusoe de Defoe, tranche avec tout ce que la société des hommes impose comme normes et contraintes aux enfants. Mais si l'île est, selon les approches, tantôt un rêve de civilisation, c'est-à-dire un microcosme où se rejoue en réduction tout l'effort civilisateur, régulateur et bâtisseur des sociétés humaines, tantôt à l'opposé un rêve de liberté absolue, nudité, pureté des origines, retour à l'état de nature, plusieurs éléments indiquent dans le roman que le rêve n'est jamais loin de se transformer en cauchemar. De même que, une fois Saturnino devenu roi de l'île, le rêve de K se transformera bien vite en cauchemar, de même cette liberté dont jouissent les enfants sur l'île ne doit pas occulter qu'une colonie d'enfants, affranchie de la tutelle des adultes, aurait peut-être tôt fait de basculer dans la violence et la cruauté, soit un état de nature qui se confond en réalité avec la sauvagerie, comme l'a prophétisé l'écrivain anglais William Golding dans un roman célèbre, Sa Majesté des Mouches, Lord of the Flies, publié en 1954. C'est que, selon la tradition romanesque, l'île est en effet un laboratoire des passions humaines et que s'y joue souvent, en réduction, le combat acharné que se livrent inlassablement nature et culture, passion et raison, régression animale et éducation civilisatrice. Comme le remarque un autre habitant de l'île, l'allemand Schubert, je cite, « J'étais ému de voir la façon dont le capitaine s'efforçait de se distinguer des soldats, de les instruire comme s'il s'instruisait lui-même. Parfois, lorsque nous finissions de chanter une chanson, nous entendions des hurlements sauvages ou des disputes. Nous apercevions, au loin, un feu autour duquel quelques soldats étaient en train de boire, et nous savions ce que l'alcool allait entraîner chez ces hommes. J'expliquais au capitaine, il n'y a rien à faire, c'est notre nature. J'ai vraiment honte, monsieur Schubert, me disait-il de son côté, vivre parmi les bêtes pousse souvent à le devenir soi-même. Et il était ravi que je fusse un homme civilisé, bien élevé. » Fin de citation. 4. L'île infernale, l'île maudite. Mais la culture ne l'emporte pas toujours sur la nature, ni la civilisation sur l'état sauvage. Et le roman illustre justement, avec un grand désenchantement, l'échec, ou le naufrage, de l'effort civilisateur de Raoul Soulier et de sa petite colonie. Sur l'ambivalence profonde de l'île, Pierre Jourde, après avoir souligné le rôle de la mer comme matrice universelle, écrit en effet « Stérile, désertique, meurtrière, l'île préserve ce qu'elle isole. » Fin de citation. On sait la menace qui plane sur les paradis terrestres, à commencer par celle qui s'abat sur le jardin d'Éden dans la Genèse, et que la chute ou l'expulsion ne sont jamais bien loin. Du jardin d'Éden, on passe donc à l'île infernale ou à l'île maudite, sur laquelle rien ne pousse et qui ne survit que sous perfusion, grâce aux vivres qui sont apportés périodiquement par le bateau qui fait la liaison avec le continent, c'est-à-dire avec le Mexique. L'île devient synonyme d'isolement, de stérilité et même de maladie sous la forme du scorbut, dont les effets se feront sentir, pour les survivants, encore bien longtemps après le retour au Mexique. La métaphore infernale irrigue le roman dès les premières pages, puisque, vous l'avez compris, le roman commence par ce dénouement tragique avant de raconter comment on est arrivé là. Je cite. « Ils avaient échappé à l'enfer.
Une des choses les plus cruelles dans ce bas monde, c'est d'apercevoir un enfant dans un enfer quel qu'il soit. Et voilà que la main de Dieu, comme elle se le disait tout à l'heure, c'est Louisa qui parle, avait soulevé et transporté les siens dans la société des humains, une société impitoyable, mais malgré tout plus douce que ce qu'ils venaient de subir. En effet, elle ne pouvait imaginer pire chose que ce qu'ils avaient enduré, et elle se demandait comment ils avaient pu s'en sortir. Fin de citation. L'île de K, c'est enfin l'île du diable, c'est-à-dire l'île où le noir démon Saturnino, dont le nom fait évidemment penser en espagnol et en latin d'ailleurs à Satanas, à Satan, où le noir démon Saturnino finit par prendre le pouvoir et imposer sa loi maléfique. Il devient, selon une expression qui est utilisée dans le roman, Su Majestad el Crimen, Sa Majesté le crime. Sur cette question, sur ce point, je renvoie au rôle joué par Saturnino dans le roman, dans un article qu'a publié un collègue, Fabrice Parisot, dans l'ouvrage qui s'intitule Tres Escritoras Mexicanas, que nous avons coordonné avec Alba Lara Alangrin, ici présente, et qui nous rejoindra tout à l'heure. Donc comme ce point a été développé, je ne le développe pas davantage. 5. Les îles de Jules Verne. Les allusions à l'univers de Jules Verne sont nombreuses dans Isla de Bobos, comme en témoigne par exemple, dès les premières pages du roman, le personnage d'un capitaine nommé Fogg, qui renvoie, vous l'avez compris, à Phileas Fogg, le célèbre héros du Tour du monde en 80 jours, publié en 1872. On décèle notamment dans le roman une série d'allusions à 20 000 lieues sous les mers, 1869-1870, comme en témoigne ce fantasme de l'héroïne qui souhaite voir disparaître à jamais le lieu de son calvaire. Ouvrez les guillemets. La seule chose qu'elle désirait à présent de toutes ses forces, c'était que ce caillou disparût, avalé par la mer. Elle le voyait rapetisser peu à peu parmi les hautes vagues blanches de cet océan traître, peuplé de monstres, et elle imaginait qu'il sombrait. Fermez les guillemets. Or, grâce au volcanisme, les îles sont parfois éphémères, vous le savez, et elles peuvent disparaître aussi soudainement qu'elles ont surgi, comme l'île Ferdinandea ou île Julia, située au large de la Sicile, et qui a émergé 3 fois, en 1701, en 1831 et en 1868, ça avait beaucoup marqué les contemporains, à la faveur d'éruptions du volcan sous-marin Empédocle, volcan, ou île volcanique que Jules Verne évoque justement dans Les Enfants du capitaine Grant, dans Le Chancellor et aussi dans Mirifiques aventures de Maître Antiphère, des récits moins connus de Verne. Une autre allusion à la faune sous-marine rappelle de la même façon 20 000 lieues sous les mers. Je cite, « Au milieu de cette mer, aussi ronde qu'un sablier rempli d'eau, le navire rappelait sensiblement l'île, un territoire éloigné, minuscule, où il n'y avait pas grand-chose à faire, si ce n'était se promener ou s'asseoir, bavarder et contempler les vagues qui entr'ouvraient de temps en temps leurs rideaux immenses pour montrer l'aileron d'un requin, la progression fantomatique d'une raie manta ou le bref reflet d'un espadon, d'un thon. » Fermez les guillemets. D'autre part, il faut souligner que cette phrase initiale, qui fait du bateau une sorte de double mobile de l'île, est en réalité tout à fait caractéristique de l'univers de Jules Verne. Comme l'écrit en effet François Angelier dans son dictionnaire Jules Verne, publié en 2006, je le cite, « En effet, si Jules Verne ne cesse d'évoquer dans ses romans des îles, existantes ou fictives, il présente également le processus d'insularisation, réclusion dans un espace délimité et indépendant, comme la pente de nombre de ses personnages. Les héros verniens vivent de se reclure dans des espaces privilégiés, nacelles de ballons, navires marins ou sous-marins, radeaux ou fragments de banquise, îles à hélice ou maisons à vapeur, obus wagons ou fragments de planète. » Fin de citation. Île ou bateau, chez Ana Garcia Bergua comme chez Jules Verne, c'est en réalité tout un. Une autre référence à Jules Verne, explicite celle-là, apparaît également vers la fin du roman, dans une note que le journaliste Hippolito découvre dans la presse de l'époque, qui évoque le drame. Je cite,
Seul Robinson Crusoe aurait pu être gouverneur des îles K. La vie du représentant du gouvernement dans ces contrées désolées du Pacifique a été plus pénible que celle du capitaine Grant sur l'île déserte du captivant récit de Verne. Il remarqua comment le rédacteur du journal El Demócrata avait agrémenté l'histoire d'équivalents littéraires. Robinson Crusoe, Jules Verne, etc. Les enfants du capitaine Grant, 1868, est un célèbre roman d'aventure de Jules Verne qui raconte comment ce capitaine et 2 de ses compagnons ont disparu lors du naufrage de leur navire, le Britannia, non sans avoir réussi à envoyer 3 messages de détresse, dont l'un finit par être déchiffré par l'équipage d'un yacht affrété par Lord et Lady Glenarvan, un jeune couple qui va monter une expédition pour tenter de retrouver les survivants. Menant ses électeurs de l'Écosse à la Nouvelle-Zélande, en passant par les îles Canaries, le Cap-Vert, le détroit de Magellan, Punta Arenas, Concepción, la Cordillère des Andes, la Pampa argentine, le Cap de Bonne-Espérance, l'île Amsterdam, l'Australie, Jules Verne en profite pour décrire quelques phénomènes naturels à son habitude. Tremblements de terre, sécheresse, inondations, foudre, ouragan, volcanisme. Bien évidemment, les enfants du capitaine Grant est cité textuellement chez Ana García Bergua comme référence explicite, à la fois parce qu'il s'agit sur le plan géographique d'un des romans les plus latino-américains de Jules Verne, avec toute la partie sud du continent. La Patagonie notamment y joue un rôle essentiel, et aussi parce que son titre inclut un grade, celui de capitaine, qui sera celui du capitaine Raoul Soulier dans le roman. 6 et avant-dernier, K comme Kafka, il est probable qu'en refusant de donner un nom à Clipperton, qui est le référent réel de l'île fictionnelle où se déroule une partie de l'action du roman, en refusant donc de donner son nom à Clipperton et en se contentant de l'appeler K, avec ce K majuscule, Ana García Bergua rend un hommage discret, ou au contraire appuyé, à Franz Kafka. Certes, le K de l'île nous renvoie bien sûr au phonème K, que l'on trouve aussi à l'initiale de Clipperton, même si ça s'écrit avec un C, mais plusieurs indices nous mettent aussi sur la voie et sur la piste de Kafka. D'abord, l'initiale K, c'est celle de Kafka lui-même, dont la présence inquiétante plane sur l'ensemble du roman. Et si l'on veut bien y songer, il y a dans la Roca de K, vous savez ce syntagme qui remplace la Isla de K, bien souvent dans le roman, il y a dans la Roca de K ce double K, qui est celui-là même que l'on trouve dans le nom même de l'écrivain pragois. D'autre part, comme Ana García Bergua a eu maintes fois l'occasion de le dire, la lecture de la Métamorphose a pour elle été fondatrice. Ensuite, l'initiale en majuscule, K, sans autre précision, mise pour un nom propre, qu'il s'agisse d'un toponyme ou d'un anthroponyme, renvoie aussi aux personnages principaux de Kafka lui-même, Joseph K dans le procès, ou K, le géomètre, dans le château, pour citer 2 exemples parmi les récits les plus célèbres de Kafka. Isla de Bobos nous renvoie aussi peut-être, de façon encore plus précise, à un autre texte, dans la colonie pénitentiaire, in der Strafkolonie en allemand, en la Colonia Penitenciaria, selon les traductions en espagnol, l'un des rares textes dont Kafka avait souhaité et supervisé la publication. Il s'agit en réalité de son 5e ouvrage, écrit en 1914 et publié en 1919, en même temps qu'un médecin de campagne, soit à des dates qui coïncident très exactement avec le séjour du détachement militaire mexicain sur K dans le roman Isla de Bobos. Ce détachement est présent entre 1914 et 1917 sur l'île. Dans ce court récit de l'écrivain tchèque, un explorateur visite une colonie pénitentiaire située sur une île, elle aussi anonyme, et elle aussi éloignée de tout continent. Dans ce sens, la fictionnelle île de K est sans aucun doute, ou peut-être, un hommage à Kafka, mais aussi une allusion à ce récit célèbre de l'écrivain. Comme nous l'écrivions dans l'introduction à Tres Escritoras Mexicanas, le roman de Ana García Bergua est donc peut-être débiteur de ce court récit de Kafka, ne serait-ce que parce que, comme lui, il propose également une profonde réflexion sur l'isolement, la violence et l'arbitraire du pouvoir, entre autres dimensions frappantes que l'on peut souligner. Au tout début du roman, la scène du sauvetage des femmes suggère elle aussi l'influence de Kafka, peut-être, et notamment grâce à une série de termes clés. Je cite : « La forte houle empêchait la grande chaloupe d'accoster sur cet atoll sombre, entouré de courants et infesté de requins.
un noir château gothique de corail et de roches perdu en plein océan Pacifique, à plus de 1000 milles de la côte mexicaine. Le lieutenant Scott se dirigea vers le phare. En chemin, il put apprécier ce qui restait de la petite colonie, ses constructions abîmées par le soleil et les tempêtes, quelques cocotiers, les vestiges d'un bâtiment qui ressemblait à une usine, des rails et des morceaux de métal oxydé. Fin de citation. Parce que les personnages finissent abandonnés par le gouvernement mexicain sur l'île, et ensuite parce que les femmes deviennent les prisonnières de Saturnino, celle-ci devient, comme de nombreuses îles réelles, une île prison. Les exemples d'îles prison dans le monde sont nombreux. Le château d'If, un îlot de l'archipel du Frioul, au large de Marseille, qui accueille ses premiers prisonniers dès 1540. L'île Sainte-Marguerite, dans l'archipel des Lérins, en face de Cannes, qui accueillera l'homme au masque de fer sous le règne de Louis XIV. L'île du Diable, vous le savez, dans l'archipel des îles du Salut, en Guyane, qui accueille ses premiers prisonniers en 1852. Mais aussi Robben Island, au large du Cap, en Afrique du Sud, devenu prison dès 1658. Norfolk Island, également en Australie. Plus Alcatraz, également près de San Francisco, île-prison célèbre, qui fut une prison de 1909 à 1933, puis entre 1934 et 1963, ou plus récemment, nous en avons tous entendu parler, Rikers Island, à New York, aux États-Unis, une prison ouverte en 1933. Sans parler au Mexique d'une autre prison importante, située sur l'archipel des îles Marillas, las Islas Marillas, dans l'océan Pacifique également, mais beaucoup plus près, à 112 km des côtes de l'état de Nayarit, île devenue colonie pénitentiaire en 1905. Si le référent dont s'inspire Ana García Bergua porte tantôt un nom lié au calendrier religieux, l'île de la Passion, en français parce qu'elle fut découverte un vendredi saint, tantôt lié à l'un des possibles premiers découvreurs, Clipperton, du nom d'un flibustier naturaliste anglais, John Clipperton, qui y aurait débarqué le premier en 1704, le roman de Ana García Bergua, Isla de Bobos, rebaptise l'île en fonction de sa faune, à l'image d'au moins deux autres îles-prisons célèbres que j'ai citées, Robben Island, en Afrique du Sud, qui doit son nom à sa population de phoques de mer. Robben en néerlandais ou en afrikaans, ça veut dire les phoques, en réalité. Et bien sûr Alcatraz, aux États-Unis, baptisée ainsi, elle aussi en espagnol, là il y a un lien direct, à cause de son abondante population de pélicans. Le titre choisi par la romancière mexicaine, ici présente, réactive donc subtilement le souvenir de ces îles-prisons qui doivent d'abord leur nom à leur faune, c'est-à-dire à leurs premiers habitants, peut-être leurs seuls habitants légitimes, colonies d'oiseaux de mer ou de phoques. Je vais conclure. Par ailleurs, le roman insiste explicitement sur le séjour sur l'île vécu comme un séjour en prison, comme dans ce souvenir de Louisa. Combien d'années cela fait-il demande Louisa. La réponse est superflue. Un des principaux passe-temps de Louisa ces dernières années a été de compter les mois et les jours, comme les prisonniers qui dessinent des bâtons sur les murs de leurs cellules. 3 ans et demi, répond-elle avec précision. Fin de citation. S'impose également chez Raoul l'image du prisonnier attaché à son île, comme le bagnard à son boulet. Ouvrez les guillemets. Je pouvais donc quitter cet endroit de temps à autre, mais je demeurerais attaché à K comme un prisonnier qu'on autorise à faire quelques pas, dans les limites du lourd boulet enchaîné à son pied. Fermez les guillemets. Au niveau symbolique, si tout prédestine Raoul et Louisa à échouer sur K, il est aussi frappant de voir que par un frappant effet d'inversion, Raoul, prisonnier de K, malade de K, finit par développer en lui un calcul rénal, c'est-à-dire une petite pierre ou un petit bout de roche, ce qui nous donne le passage suivant. Tu as remarqué la forme? Louisa regarde la petite pierre, un peu allongée, irrégulière. Oui, et bien quoi? Il a la même forme que K, dit-il essoufflé. Le calcul a la même forme que K. Regarde, un peu allongé, avec de petits pics. Le calcul avait la même forme. À présent, l'île se forme à l'intérieur de moi, dit-il à son épouse, et j'ai du mal à l'extraire. Fin de citation. L'île merveilleuse, l'île fortunée, l'île au trésor, est ainsi devenue l'île fantastique dont la minéralité pathogène envahit tout, à commencer par le corps de ces intrus qui sont venus la coloniser et qui finissent en réalité, à leur corps défendant,
par être colonisé par elle, par un ultime effet de somatisation. Tour à tour, chacun est frappé de folie et de déraison, le geste civilisateur se transforme en acte criminel, et le château, celui des hommes, qui n'était que de sable, finit par être balayé par la mer. Reste la mer, et l'île toujours, comme un rêve de pierre au milieu de la mer. Je cite, « Ah la mer, l'île qui va bientôt surgir parmi les vagues, comme un château de pierre. » Fin de citation. Reste enfin l'imagination des hommes et des femmes, et la littérature, qui ne cesse, elle, d'être fécondée par l'île de K. Quelque stérile et meurtrière qu'elle ait pu sembler tout au long du roman pour les personnages. Je termine en ouvrant les guillemets. Hippolito continuait à écrire et à réécrire la triste histoire de l'île de K qui l'obsédait. Peut-être qu'un jour, il se déciderait vraiment à écrire quelque chose sur K. Fin de citation, et merci pour votre attention.